Je suis arrivée en retard au restaurant pour dîner avec mon fils, sa fiancée et quelques amis. Je me suis approchée de la table sans que personne ne me remarque. C'est alors que j'ai entendu mon propre fils dire en riant « Ma fiancée ne supporte pas ma mère. Elle est trop pathétique pour être ici. » Tout le monde riait pendant que je restais silencieuse. Mais les sourires ont disparu quand j'ai révélé un seul détail. Les embouteillages sur les Champs-Élysées m'avaient retardé de 20 minutes. 20 minutes qui ont changé ma vie pour toujours. Je suis arrivée au restaurant Le Jardin d'Or avec mon sac de velours bordeaux serré contre ma poitrine, sentant mon cœur battre avec ce mélange étrange d'excitation et de nervosité. J'allais remettre à Julien la montre en or de son grand-père ce soir-là. Une montre que j'avais gardée pendant 32 ans en attendant le moment parfait. Le serveur m'a indiqué la table du fond, près des fontaines de pierre. Je pouvais entendre les rires depuis l'entrée. Je me suis approchée lentement, contournant les tables éclairées par des bougies, ajustant mon châle sur mes épaules. Personne ne s'est retourné pour me voir. Ils étaient tous penchés en avant, comme s'ils partageaient le secret le plus drôle du monde. C'est alors que je l'ai entendu. La voix de Julien, mon fils, imitant mon ton avec une exagération cruelle qui m'a transpercée comme un couteau. « Oh mon fils, tu as mangé? Tu as besoin d'argent? Je t'apporte ton Tupperware avec du bœuf bourguignon. » Les éclats de rire ont explosé autour de la table. Je suis restée paralysée à 3 mètres de distance. Le bruit du restaurant s'est évanoui. Il n'existait plus que cette table, ces rires et la voix d'une femme que j'ai immédiatement reconnue. Léa, sa fiancée. Ta mère est tellement, comment dire, sans paraître cruelle. Léa a fait une pause dramatique, ses ongles rouges tambourinant sur le verre de vin. Démodée. Cette maison sent la naphtaline et la tristesse. Je te jure que chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression de reculer de 50 ans. Encore des rires. Quelqu'un a plaisanté sur les musées vivants. Un autre a mentionné quelque chose sur les collections de napperons. Mais ce qui a détruit chaque morceau de mon âme, c'est ce que Julien a dit ensuite. Le pire, c'est qu'elle ne se rend pas compte à quel point elle est pathétique. Sa voix sonnait détendue, presque fière de son observation. Elle vit littéralement pour moi. C'est malsain. C'est pour ça que Léa ne veut même pas qu'elle vienne aujourd'hui. Trop gênant de la présenter comme « enfin vous voyez ». Le silence qui a suivi fut bref, brisé par le rire nerveux d'une fille blonde. Léa a levé son verre au futur dîner sans belle-mère collante. « Santé !» a répondu Julien en trinquant avec elle. Quelque chose en moi s'est brisé. Ce ne fut pas une rupture dramatique. Ce ne fut pas un cri. Ce fut un silence froid qui s'est installé dans ma poitrine, gelant 35 ans d'amour inconditionnel. J'ai respiré profondément, ajusté mon sac et parcouru les derniers 3 mètres jusqu'à la table. Julien. Ma voix sonnait calme, trop calme. 7 têtes se sont retournées en même temps. La transformation sur leur visage aurait été comique en d'autres circonstances. Du rire à la surprise, de la surprise à la terreur. Léa s'est étouffée avec son vin. Julien est devenu blanc comme la nappe. Maman, tu es arrivée. Sa voix tremblait. On ne t'a pas entendu arriver. J'ai remarqué. J'ai maintenu mon regard fixé sur lui. Vous étiez très occupé. Le serveur est passé près de nous. Le murmure des autres tables continuait. Mais dans notre bulle, le silence était absolu. Léa a repris contenance la première, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Solange, quelle surprise. On pensait que tu ne viendrais pas, clairement. J'ai sorti de mon sac l'écrin de velours bleu marine. Je l'ai posé sur la table devant Julien. Je venais juste t'apporter ça que tu as oublié à la maison ce matin. Julien a regardé l'écrin sans le toucher. Il connaissait cet écrin, il l'avait vu dans mon tiroir pendant toute sa vie. Maman, je n'ai pas. C'est la montre de ton grand-père Henri. J'ai ouvert l'écrin. La lumière des bougies s'est reflétée sur l'or ancien, sur les aiguilles arrêtées à 15h15, l'heure exacte où mon époux est mort, estimée à 8 500 €. J'allais te la donner ce soir parce que je pensais que c'était le moment parfait, entouré d'amis, célébrant ton avenir. Personne ne respirait. Mais tu as raison sur un point, Julien. J'ai fermé l'écrin avec un clic doux. Quelqu'un d'aussi pathétique que moi ne devrait pas être dans un endroit comme celui-ci, contaminant l'air avec ma naphtaline et ma tristesse. Je me suis remis l'écrin dans le sac. Profitez bien de votre dîner.
et je me suis tournée vers elle. Son visage avait perdu toute trace de supériorité. « Bonne chance pour ton avenir, tu en auras besoin. » J'ai pivoté sur mes talons. Mes jambes tremblaient, mais je ne me suis pas permis de courir. J'ai marché le dos droit, la tête haute, traversant le restaurant, pendant que j'entendais la voix désespérée de Julien m'appeler. Je ne me suis pas retournée parce qu'à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je m'étais refusé à voir pendant des mois. J'avais élevé un étranger, et cet étranger venait de détruire la mère qui avait tout sacrifié pour lui. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que cette femme pathétique et démodée était sur le point de leur rappeler une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Si tu veux savoir comment une mère humiliée est devenue le pire cauchemar de ceux qui l'ont trahie, abonne-toi à cette chaîne parce que cette histoire ne fait que commencer. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et je me suis assise sur la même chaise où tout avait commencé 35 ans plus tôt, la même chaise en bois sculpté où j'ai reçu la nouvelle qui a divisé ma vie en deux. Mon nom est Solange Beaumont. J'ai 67 ans et ce soir-là au restaurant n'était pas la première fois que mon monde s'effondrait. La première fois, j'avais 32 ans, l'âge que Julien a maintenant. C'était un mardi d'octobre. Julien venait d'avoir 2 ans et il était dans le salon en train de jouer avec ses petites voitures en bois. Je préparais des crêpes quand on a frappé à la porte. 2 hommes de l'usine textile où travaillait Henri. Leurs visages m'ont tout dit avant qu'ils n'ouvrent la bouche. « Madame Beaumont, nous avons le regret de vous informer. Henri était mort dans un accident, une défaillance de la machinerie. Instantanée, ont-ils dit, comme si cela soulageait la douleur. Il avait 34 ans et était sorti de la maison ce matin-là, me promettant qu'il rentrerait tôt pour l'anniversaire de notre fils. Il n'est jamais revenu. L'indemnisation fut de 12 000 €. Une misère pour une vie. Nous avions la maison à 2 étages dans le quartier de Montmartre, quelques meubles et un avenir qui soudain paraissait noir comme le châle que j'ai porté à ses funérailles. Tout le monde s'attendait à ce que je m'effondre. Ma mère me suppliait de revenir vivre chez elle. « Tu es jeune, Solange. Tu peux refaire ta vie. » Traduction. Trouve un autre mari pour t'entretenir. Mais j'ai regardé Julien, qui ne comprenait pas pourquoi son papa ne rentrait pas à la maison, et j'ai pris une décision. Personne n'allait m'entretenir, j'allais m'entretenir seule. Le rez-de-chaussée de la maison avait une bonne lumière. Henri l'utilisait comme entrepôt pour ses outils. Je l'ai vidé en 1 semaine. J'ai acheté 2 machines à coudre d'occasion avec une partie de l'indemnisation. J'ai mis une annonce dans le journal. Couturière, retouche et confection, prix juste. Les premiers mois furent brutaux. Je travaillais de 5 heures du matin jusqu'à minuit. Julien dormait à l'étage pendant que je cousais des ourlets, reprisais des pantalons, arrangeais des robes. Mes doigts saignaient, mon dos brûlait, mais chaque euro que je gagnais était un euro que je ne devais à personne. Petit à petit, l'affaire a grandi. Les clientes revenaient, me recommandaient. J'ai commencé à faire des robes de mariée, puis des costumes sur mesure. Une cliente fut tellement satisfaite de la robe de sa fille qu'elle m'a présentée au propriétaire d'une boutique. Premier contrat, 20 robes pour sa boutique, 1 000 €. J'ai pleuré quand j'ai signé ce contrat. J'ai embauché ma première employée, Marguerite, quand Julien avait 7 ans, puis Céline, ensuite Françoise. L'atelier est devenu Atelier Beaumont. J'ai obtenu des contrats avec 3 grands magasins parisiens. J'ai fini par avoir 8 employés travaillant avec moi. Et à travers tout cela, j'ai refusé 3 demandes en mariage. Monsieur Étienne, le propriétaire du pressing, m'apportait des fleurs chaque dimanche. Un homme bien, stable, avec son propre commerce. Je lui ai dit non. Le professeur Romain, veuf comme moi, m'invitait à dîner. Cultivé, aimable, avec une pension de l'État. Je lui ai dit non. Il y a même eu un architecte plus jeune, qui m'a courtisé pendant 6 mois, beau, prospère, 20 ans de moins que moi, mais insistant. Je lui ai dit non. Pourquoi ? Parce que chaque euro que je gagnais était pour Julien. Chaque décision que je prenais était en pensant à son avenir. Je n'allais pas diviser mon attention, mon énergie, mon argent entre un fils et un nouveau mari. Julien était tout. Je lui ai payé l'université privée. 48 000 € en 5 ans. J'ai travaillé des doubles journées pour qu'il ne manque de rien. Pendant que ses camarades demandaient des prêts étudiants, mon fils avait ses frais de scolarité payés à temps. Quand il a obtenu son diplôme,
Je lui ai acheté sa première voiture, une Peugeot 308 à 31 000 € que j'ai pris de mes économies sans hésiter une seconde. J'ai vu son visage de bonheur quand je lui ai remis les clés et chaque euro en valait la peine. Ou c'est ce que je croyais. La maison vaut maintenant 450 000 €. L'affaire génère 7 500 € mensuels. Tout à mon nom, tout construit avec mes mains calleuses et mon dos courbé sur une machine à coudre. Et je lui ai toujours dit la même chose. Un jour, tout ceci sera à toi, mon amour. Tout ce que j'ai construit est pour toi. Je ne lui ai jamais demandé de me remercier. Je n'ai jamais tenu de compte. Parce que c'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Nous donnons tout sans rien attendre. Mais ce soir-là, assise sur ma chaise 35 ans plus tard, avec la montre d'Henri toujours dans mon sac et les mots de Julien résonnant dans mes oreilles, je me suis demandé si j'avais commis la plus grande erreur de ma vie. À quel moment mon sacrifice est-il devenu pathétique? À quel moment mon amour inconditionnel s'est-il transformé en quelque chose dont mon fils avait honte? J'ai touché l'écrin de la montre. Henri était mort en allant acheter des médicaments pour Julien, qui avait une pneumonie. Il travaillait des doubles journées pour nous donner une belle vie. Il n'a jamais fui loin de moi, comme Julien l'insinuerait plus tard. Et maintenant son fils, l'enfant pour lequel nous avions tous deux tout sacrifié, me traitait de pathétique devant des étrangers. J'ai fermé les yeux. Les larmes ont finalement coulé. Mais parmi ces larmes, quelque chose d'autre commençait à naître, quelque chose de froid, quelque chose de fort. Parce que s'il y avait une chose que 35 ans de solitude m'avaient apprise, c'était ceci: survivre, m'adapter et, quand c'était nécessaire, me battre. Ce que je ne savais pas ce soir-là, c'est que la vraie bataille ne faisait que commencer et que le serpent qui s'était enroulé autour de mon fils avait des plans bien plus sombres que ce que j'imaginais. Léa Moreau est entrée dans nos vies il y a 8 mois comme un tourbillon parfumé. Julien est arrivé cet après-midi-là avec les yeux brillants d'une façon que je n'avais pas vue depuis qu'il était enfant à Noël. Maman, j'ai rencontré quelqu'un de spécial. 28 ans, diplômé d'une université privée, travaillait dans une agence de marketing digital. Sur la photo qu'il m'a montrée, j'ai vu une femme magnifique, peau mate claire, cheveux longs et lisses, lèvres parfaitement dessinées. Elle s'appelle Léa, je veux que tu la connaisses. Le premier dîner fut parfait, trop parfait. Léa est arrivée avec un bouquet de lys blancs. J'ai entendu dire que ce sont vos préférés, Madame Solange. Sourire impeccable, robe couleur bordeaux, discrète mais élégante. Elle a aidé à mettre la table sans qu'on le lui demande. Elle a fait l'éloge de mon coq au vin. Il a exactement le même goût que celui de ma grand-mère. J'aurais dû me méfier à ce moment-là. Personne n'est aussi parfait. Après le dîner, pendant que je servais le café, je lui ai suggéré avec affection: « Tu peux m'appeler maman Solange, si tu veux. Nous serons bientôt famille. » Son sourire n'a pas vacillé, mais ses yeux, si. Juste une seconde. Je préfère Solange. Maman est un mot très personnel. J'espère que ça ne vous dérange pas. Ça ne m'a pas dérangé. Ça m'a étonné, mais je n'ai rien dit. Le deuxième signe est arrivé 2 semaines plus tard. Léa a passé le doigt sur le dossier du canapé en velours vert olive. Quoi? Vintage. Ça doit avoir une histoire. Il a 40 ans, j'ai répondu avec fierté. Je l'ai acheté quand Julien avait 2 ans. Ça se voit. Sourire, toujours souriante. Il y a des boutiques incroyables maintenant où on vend des meubles modernes, minimalistes, plus fonctionnels. Julien a ri. Maman est traditionnelle, chérie. Elle aime conserver les choses. Bien sûr, a dit Léa, mais ses yeux parcourèrent le salon comme évaluant des marchandises dans une vente aux enchères. Le 3e signe fut plus direct. Les dimanches étaient toujours sacrés. Julien venait manger, me racontait sa semaine, on regardait un film. 32 ans sans manquer un seul dimanche. Jusqu'à Léa. Maman, aujourd'hui je ne peux pas. Léa et moi avons beaucoup de travail. Le dimanche suivant, Léa a une migraine. Le suivant, on se voit plutôt en semaine. En semaine n'arrivait jamais. J'ai commencé à ne le voir que quand j'appelais. Et quand j'appelais, j'entendais sa voix chuchoter en arrière-plan. Je ne distinguais pas les mots, mais le ton était clair, agacement. Un jour, j'ai osé le mentionner. « Mon fils, j'ai l'impression qu'on ne passe plus de temps ensemble. » Sa réponse m'a glacée. « Maman, je n'ai plus 12 ans, j'ai ma vie, ma copine.
Tu ne peux pas t'attendre à ce que je reste collé à toi pour toujours, collé à moi. Je demandais juste un dimanche par mois. Mais le pire est arrivé 3 mois après l'avoir connu. J'ai mentionné, en passant lors d'un dîner, que Julien hériterait un jour de l'affaire. C'était ma façon d'inclure Léa dans nos projets d'avenir. Elle s'est penchée en avant, intéressée pour la première fois par la conversation. C'est déjà sur papier, légalement établi? Pas encore, mais c'est mon fils unique. Tout ce qui est à moi sera à lui. Bien sûr, bien sûr. Pause. Mais de nos jours, avec tous ces problèmes de succession, ce serait plus sûr de l'avoir documenté, tu ne crois pas, chérie? Julien a acquiescé. Tu as raison, maman, on pourrait aller voir un avocat. J'ai remarqué comment les yeux de Léa brillaient différemment quand elle parlait d'argent, comme un chat voyant une souris. J'ai fait part de mes inquiétudes à Marguerite à l'atelier. Elle a arrêté de coudre et m'a regardé sérieusement. Madame Solange, cette fille ne vous aime pas, vous. Elle aime ce que vous avez. Tu exagères? Si. Pourquoi chaque fois qu'elle vient, elle mesure les murs du regard? Pourquoi elle demande combien vaut ceci ou cela? Je n'avais pas de réponse. La dispute entre Julien et moi a éclaté quand j'ai commis l'erreur de lui dire que Léa me semblait intéressée. « Tu es jalouse ?» a-t-il crié. Il ne m'avait jamais crié dessus. « Tu ne supportes pas que j'aie une copine. Tu veux me contrôler comme toujours ?» Julien, je veux juste te protéger. Je n'ai pas besoin de ta protection. J'ai besoin que tu fasses confiance à mes décisions. Il est parti en claquant la porte. Il n'est pas revenu pendant 2 semaines. Quand il est revenu, ce fut pire. Il a amené Léa sans prévenir. J'étais en jogging et vieux t-shirt, les cheveux attachés en queue de cheval, défaite. La maison n'était pas rangée. Léa m'a salué d'un baiser sur la joue, mais j'ai vu son nez se froncer légèrement, comme si elle sentait quelque chose de désagréable. Je les ai trouvés dans le salon en train de mesurer les murs. Littéralement, Léa avait un mètre ruban. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Juste de la curiosité », a-t-elle dit avec ce sourire que je commençais à détester. Cette maison a tellement de potentiel si on la modernise. Imagine des murs blancs, des parquets clairs, des fenêtres plus grandes. J'aime comme elle est. Bien sûr, c'est ta maison. Mais son ton disait le contraire. J'ai demandé à Julien de parler seul. Il a explosé. C'est ma fiancée. Elle va faire partie de la famille. Pourquoi tu la traites comme une intruse? Parce qu'elle l'était. Mais je ne pouvais pas le dire sans qu'il m'accuse d'être jalouse, contrôlante, toxique. J'ai commencé à me sentir étrangère dans ma propre maison, comme si j'étais la visite indésirable. Marguerite a remarqué ma tristesse. « Madame, cette fille l'empoisonne contre vous. Je le vois dans ses yeux quand il vous regarde. Avant, il brillait d'amour. Maintenant, il brille de mépris. Elle avait raison, mais l'admettre signifiait accepter que je perdais mon fils. Et je n'étais pas encore prête pour cette vérité. Ce que je ne savais pas, c'est que Léa avait déjà commencé à tisser sa toile et que moi, naïve, j'étais sur le point de découvrir jusqu'où elle était prête à aller pour s'emparer de tout ce que j'avais construit. La transformation de Julien fut si progressive que je ne l'ai presque pas remarqué. Comme regarder grandir un enfant, un jour il est petit et soudain c'est un étranger. Ça a commencé par des mots, de petites corrections que Léa glissait dans les conversations, comme on ajoute du sucre au café. « Chérie, tu ne trouves pas que c'est un peu contrôlant que ta mère appelle tous les jours ?»« Solange, je comprends que tu t'inquiètes, mais Julien est un adulte, il a besoin d'espace. Et ma préférée, tu viens d'une génération différente. Les relations sont plus indépendantes maintenant. » Julien a commencé à répéter ces mots comme s'ils étaient les siens. « Maman, tu es trop intense. Maman, j'ai besoin de mon espace. Maman, tout ne tourne pas autour de toi. Autour de moi. Moi qui avais passé 35 ans à tout faire tourner autour de lui. Mais le poison le plus efficace fut celui que Léa répandait en privé. J'ai découvert sa technique par accident. J'ai appelé un après-midi pour demander s'il viendrait dîner. Julien a décroché, mais n'a pas bien raccroché. J'ai entendu toute la conversation. « C'était ta mère », a-t-il dit. Je m'en doutais. Qu'est-ce qu'elle voulait encore? Le ton de Léa dégoulinait d'agacement. « Demander si je viens dîner. » Julien, soupir dramatique. « Tu vois ce que je veux dire? Elle te tient en laisse invisible. Tu ne peux même pas planifier ta semaine sans qu'elle donne son avis. Elle veut juste me voir. Bien sûr, parce que toute sa vie tourne autour de toi. Tu ne trouves pas ça malsain?
Une femme de son âge, sans amis, sans compagnon, sans vie propre. Juste toi. Silence de Julien. Je ne dis pas que tu ne l'aimes pas, a continué Léa, douce, compréhensive. Juste qu'une relation comme ça n'est saine pour aucun de vous deux. J'ai raccroché avant d'en entendre plus. Mes mains tremblaient. Malsain. Elle qualifiait de malsain le fait qu'une mère veuille voir son fils. Mais le pire fut de me rendre compte que Julien ne l'avait pas contredite. Les semaines suivantes furent une torture lente. Chaque interaction avec mon fils était contaminée. Je le remarquais en train de m'évaluer, de peser mes mots, de chercher des signes de cette toxicité que Léa avait semée dans sa tête. J'ai demandé des nouvelles de son travail. J'étais indiscrète. J'ai proposé de cuisiner son plat préféré. Je manipulais avec la nourriture. J'ai mentionné qu'il me manquait. J'étais dramatique. Je ne pouvais rien faire de bien. Un samedi, je suis rentrée plus tôt que prévu. Ma cliente avait annulé au dernier moment. J'ai ouvert la porte et je les ai trouvés. Julien et Léa dans mon salon, elle avec un carnet prenant des notes, lui tenant un mètre. « Qu'est-ce que vous faites ?» Léa n'a même pas eu l'air gênée. « On prend des mesures. Julien me faisait visiter la maison. Tu connais déjà la maison ?»« Oui, mais je ne l'avais jamais vue avec un œil professionnel. » Sourire. « Je travaille dans le marketing, tu te souviens ? Je dois penser en termes d'espace, de flux, de potentiel. Potentiel pourquoi ? Pour quand ce sera la nôtre. » Elle l'a dit si casual, si naturel. Mon sang a bouilli. Cette maison est à moi. Pour l'instant, a murmuré Léa, mais assez fort pour que j'entende. Pardon ? Julien est intervenu vite. Maman, Léa planifiait juste mon enterrement. Les mots sont sortis amers. Décidant quoi changer quand je ne serai plus là. Tu exagères. Julien s'est levé. Tu vois ? C'est exactement ce que Léa dit. Tout est un drame avec toi. Voilà la phrase que Léa avait plantée, sortant maintenant de la bouche de mon fils. Alors, pardonnez-moi d'interrompre votre projet de rénovation dans ma maison, que j'ai payé avec mon travail. Léa a ramassé ses affaires avec un calme étudié. Julien, on ferait mieux de partir. Ta mère a besoin de traiter ses émotions. Traiter mes émotions. Comme si j'étais l'irrationnel. Après leur départ, je me suis assise sur le même canapé que Léa avait critiqué. Le canapé que j'ai acheté quand Julien avait 2 ans. Le canapé où je le berçais quand il faisait des cauchemars. Le canapé qu'elle remplaçait déjà mentalement. J'ai appelé Marguerite. Elle est arrivée en 20 minutes avec des viennoiseries et du café. Ça suffit, Madame Solange. Cette femme vous détruit et vous vous laissez faire. Qu'est-ce que je peux faire ? Si je la confronte, je perds Julien. Vous le perdez déjà. Marguerite a pris mes mains. Mais il y a une différence entre le perdre par abandon et le perdre en se défendant. Au moins dans le second cas, vous conservez votre dignité. Elle avait raison, mais la peur me paralysait. Peur de me retrouver seule, peur que Julien me déteste, peur de confirmer que 35 ans de sacrifice se termineraient ainsi. Être la méchante dans ma propre histoire. Faites une enquête sur elle, a suggéré Marguerite. Quelque chose me dit que cette fille a un passé. Et si c'est le cas, vous devez le savoir. 2 jours plus tard, j'ai engagé un détective privé. 1 500 € que j'ai pris sur mes économies personnelles. J'ai besoin de savoir qui est vraiment Léa Moreau. Le détective, un homme de 50 ans au visage fatigué, a acquiescé. Donnez-moi 2 semaines. Ce furent les 2 semaines les plus longues de ma vie. Pendant ce temps, Léa resserrait l'étau. Elle a convaincu Julien de manquer mon anniversaire. C'est juste un chiffre, chérie. Vous pouvez fêter un autre jour. Elle annulait les visites du dimanche. On a besoin de temps pour nous. Elle a même réussi à faire changer à Julien le mot de passe de son téléphone. Avant, je connaissais son code pour les urgences. Plus maintenant. Elle était en train de m'effacer. Lentement, méthodiquement, Léa m'effaçait de la vie de mon fils. Et quand le détective a finalement appelé, sa première phrase m'a glacé le sang. « Madame Beaumont, j'ai trouvé quelque chose. Et ça ne va pas vous plaire du tout. L'enveloppe Kraft est arrivée un mardi. 10 jours d'enquête condensés en 20 pages qui ont détruit toute illusion qu'il me restait sur Léa Moreau. Mais avant de l'ouvrir, j'ai laissé Julien me donner la nouvelle qu'il voulait partager depuis des jours. « Maman, on va se marier. » Ses yeux brillaient d'une excitation sincère. La même excitation que j'ai ressentie quand Henri m'a demandé en mariage il y a 40 ans. Dans 4 mois.
Léa a déjà tout prévu. Bien sûr qu'elle avait tout prévu. On veut un mariage au château de Fontainebleau. Tu connais l'endroit, n'est-ce pas? Où s'est mariée la fille de ta cliente l'année dernière. Oui, je le connaissais. 85 000 € la location de l'espace, sans compter le traiteur, la musique, les fleurs. C'est cher, mon fils. Je sais. C'est pour ça. Il a fait une pause. Léa et moi avons pensé que tu pourrais contribuer à 60%. Tu es ma mère, c'est ton fils unique. Et bon, tu as l'affaire. Voilà la première demande officielle d'argent. 85 000 €. Julien, ça représente plus d'1 an de bénéfices de l'atelier. Mais c'est mon mariage. Tu ne veux pas qu'il soit spécial? Je voulais dire non. Je voulais lui crier que Léa était une chasseuse de fortune, qu'elle m'utilisait, que c'était un piège. Mais l'enveloppe Kraft restait fermée sur mon bureau. J'avais besoin de preuves avant d'accuser. Laisse-moi y réfléchir. Son visage s'est durci. Léa m'a dit que tu dirais ça. Elle a dit que tu trouves toujours des excuses pour ne pas me soutenir quand ça compte vraiment. Je me suis mordu la langue jusqu'au sang. Donne-moi 1 semaine. Après son départ, j'ai ouvert l'enveloppe. Première page. Photo de Léa avec un homme d'environ 60 ans. Tous deux souriants, enlacés. Au verso, la note du détective. Philippe Durand, 61 ans, propriétaire d'une chaîne de quincaillerie Construction Durand. Fiançailles avec Léa Moreau, mars 2022 à septembre 2022. Deuxième page. Plainte déposée par Philippe Durand contre Léa Moreau pour falsification de documents et fraude. L'accusation. Léa avait falsifié la signature de Philippe pour transférer 2 propriétés à son nom. Une maison à Nice et un local commercial à Lyon. Troisième page. Accord extrajudiciaire. Philippe a retiré la plainte en échange du retour des propriétés par Léa et de son acceptation de 20 000 € pour disparaître discrètement de sa vie. Le détective avait même obtenu des extraits de messages. Léa écrivant à une amie. Ce vieux a plus de propriétés que de bon sens. Le temps qu'il s'en rende compte, j'aurai assez pour m'installer. J'ai eu la nausée. Et maintenant Julien était sa nouvelle cible. J'ai continué à lire. Léa avait démissionné de son travail à l'agence il y a 3 mois. Pas pour les raisons qu'elle avait dites à Julien chercher de meilleures opportunités, mais parce qu'elle avait été renvoyée pour avoir falsifié des rapports clients. Elle avait des dettes de carte de crédit de 34 000 €. 3 banques différentes la poursuivaient. Ce mariage n'était pas par amour, c'était sa bouée de sauvetage financière. J'ai tout mis dans mon sac et je suis allée directement chez Julien. Il vivait dans un appartement dont j'avais aidé à payer la compte. 12 000 € il y a 2 ans. J'ai frappé. Léa a ouvert, surprise de me voir, mais rapide à recomposer son sourire. Solange. Quelle surprise. Julien est là? J'ai besoin de lui parler maintenant. Quelque chose dans mon ton l'a alertée. Elle s'est écartée. Julien est sorti de sa chambre. Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai posé l'enveloppe sur la table basse. Tu dois voir ça. Léa a pâli. Qu'est-ce que c'est? Ton passé. Pendant les 15 minutes suivantes, j'ai vu le visage de Julien passer du scepticisme à la confusion. Et puis au doute. Il a lu chaque page, vu chaque photo, les messages, la plainte, l'accord. Léa a essayé d'expliquer. C'était un malentendu. Philippe était un homme contrôlant. Je voulais juste. Tu as falsifié sa signature? A demandé Julien, sa voix tremblante. Il m'avait promis ses propriétés. Je voulais juste. Oui ou non? Silence. J'ai regardé mon fils. J'ai vu le moment exact où la vérité l'a frappé. Ses épaules se sont affaissées, ses yeux se sont remplis de larmes. Mais alors Léa a fait ce qu'elle savait faire le mieux, manipuler. Elle s'est agenouillée devant lui en pleurant. Chérie, c'était il y a des années. J'étais une autre personne. J'étais désespérée, effrayée. Mais avec toi, je suis différente. Tu m'as changée. S'il te plaît, ne laisse pas le passé détruire notre avenir. Julien l'a regardé, puis m'a regardé. Et il a dit les mots qui m'ont détruite plus que tout au restaurant. Maman, c'est bas même pour toi. Quoi? Inventer des preuves, engager des détectives. Tout ça parce que tu ne supportes pas que je sois heureux. Julien, je n'ai pas inventé. C'est toi qui as falsifié ça, a-t-il crié en montrant les documents. Tu es jalouse, tu l'as toujours été. C'est pour ça que papa s'est arrêté. Finis ta phrase,
ai-je chuchoté. C'est pour ça que papa passait tant de temps hors de la maison. Pour t'échapper, pour ne pas devenir fou avec ton besoin de contrôle. Le monde s'est arrêté. Mon époux, l'homme qui m'a aimé jusqu'à son dernier souffle, l'homme qui est mort en achetant des médicaments pour cet enfant ingrat qui maintenant l'utilisait pour me blesser. « Sors de chez moi », a dit Julien. « Mon fils, va-t'en. » Et je l'ai regardé. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé jusqu'aux os, du triomphe. Je suis sortie de cet appartement, sachant que je venais de perdre mon fils. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Léa préparait déjà son prochain coup, et que dans 3 jours, je découvrirais exactement jusqu'où allait son ambition. 3 jours après la pire confrontation de nos vies, Julien est apparu à ma porte, pas seul, avec Léa et un homme en costume gris qui portait une mallette en cuir. « Maman, on doit parler affaires. » Affaires. Mon fils m'appelait maman, mais parlait affaires. Je les ai laissés entrer. L'homme en costume s'est présenté. Comptable Olivier Martin. Enchanté. Ami de Léa, bien sûr. Ils se sont assis dans mon salon, pendant que Léa regardait le canapé en velours vert avec cette expression que je connaissais maintenant, calculant combien elle en tirerait quand elle le vendrait. « Le comptable Martin a examiné tes finances, » a commencé Julien, comme s'il en avait le droit, comme si mes finances lui appartenaient, et il a une proposition qui nous profite à tous. « Madame Beaumont, » est intervenu le comptable en ouvrant sa mallette. « Votre affaire génère d'excellents chiffres, 7 500 € mensuels, c'est impressionnant pour un atelier de couture. »« Atelier, ai-je corrigé. Eh oui, je travaille dur. »« Exactement. C'est pourquoi ma suggestion est d'optimiser, de former une société avec votre fils. 50-50. Ainsi les impôts sont répartis, les risques partagés, et Julien peut vous aider à administrer. 50-50. La moitié de tout ce que j'avais construit seul. Et qu'est-ce que j'y gagne ? Julien s'est penché en avant. « Maman, réfléchis. Tu travailles énormément. Tu as 67 ans. Tu devrais te reposer, pas porter des tissus et recevoir des clientes jusqu'à 22 heures. J'aime mon travail. Mais tu te t'uses à la tâche. Avec la société, je pourrais m'occuper de la partie administrative. Toi, tu ne ferais que concevoir ce que tu aimes. » Ça sonnait raisonnable, dangereusement raisonnable. « En plus, » a ajouté Léa d'une voix douce, « c'est ton fils. Il va finir par tout hériter, non ? Pourquoi ne pas lui donner l'occasion d'apprendre maintenant pendant que tu es encore là pour le guider ? Voilà l'appât enveloppé de logique. J'ai besoin d'y réfléchir. » Le visage de Julien s'est durci. Y réfléchir. C'est une offre généreuse, maman. Généreuse pour qui, Julien ? J'ai mis 35 ans de ma vie dans cette affaire. Toi, tu as mis combien ? Rien. Je suis ton fils. Il s'est levé. Après tout ce que tu as sacrifié pour moi, selon toi, maintenant il s'avère que tu ne me fais pas confiance. Ce n'est pas une question de confiance. Léa avait raison. Sa voix est devenue froide. Tu ne me fais pas confiance. Tu ne l'as jamais fait. C'est pour ça que tu contrôles tout. C'est pour ça que tu ne peux pas lâcher prise. Le comptable Martin a toussé, gêné. Léa a posé sa main sur le bras de Julien, le calmant. La consolatrice, la raisonnable. Solange, a-t-elle dit. Je comprends tes réserves. C'est naturel. Mais Julien et moi ne voulons que le meilleur pour toi, pour nous tous. Quand elle a dit « nous tous », ses yeux ont brillé. Parce que « nous tous » signifiait « elle ». Je vous donne ma réponse dans 1 semaine. Après leur départ, je suis restée à regarder les documents que le comptable avait laissés. Des contrats déjà rédigés. Il ne manquait que ma signature. Tout était prêt, comme si mon acceptation était garantie. J'ai appelé Marguerite. Quand je lui ai raconté, elle a explosé. Elle ne peut pas être aussi effrontée, madame. Ne signez rien. Je ne signerai pas, mais j'ai besoin de conseils juridiques. Quelqu'un qui soit de mon côté. Le lendemain, j'ai rendu visite à Maître Bertrand, 65 ans, honnête. Il me connaissait depuis l'ouverture de l'atelier. Je lui avais cousu des costumes pour ses 4 fils. Je lui ai tout montré. Le rapport du détective sur Léa, les contrats qu'elle voulait me faire signer, les transferts bancaires des derniers mois. Il a mis ses lunettes et a examiné chaque page avec une méticulosité de chirurgien. Solange, légalement tout est à ton nom. Ta maison, ton affaire. Tant que tu ne signes pas de société ou de testament, personne ne peut te le prendre. Mais il a posé les papiers. Si tu formes une société, ça change.
Julien aurait un droit légal sur 50%. Si tu meurs, Léa, en tant qu'épouse, aurait des droits sur sa part. Et si je me marie moi? Ça dépend du régime. La séparation de biens te protège, mais à ton âge. Il m'a regardé avec affection. Je ne pense pas que ce soit une option. Non. Je voulais juste savoir. Il a continué à examiner. Soudain, il s'est arrêté. Julien a une clé de ton bureau. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des incohérences ici. Il a montré des relevés de compte. Quelqu'un a fouillé dans tes archives. Et pas seulement fouillé, copié. J'ai senti un vide dans l'estomac. Nous sommes allés à mon bureau de l'atelier. Maître Bertrand a examiné chaque tiroir, chaque dossier. Il a trouvé des copies d'actes de propriété, des estimations de la propriété, des relevés de comptes bancaires, tout organisé dans un dossier caché derrière de vieux catalogues de tissus. Ça n'était pas là il y a 1 mois, ai-je chuchoté. Qui d'autre a accès? Seulement Julien. Et par extension, Léa. Ils construisent un dossier, a dit l'avocat. Ils documentent tout ce que tu possèdes, ils se préparent ta. Il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Je me suis assise sur ma chaise de bureau, où j'avais passé des milliers d'heures à concevoir, calculer, construire mon empire de fils et de tissus. Et maintenant, mon propre fils cataloguait cet empire comme si c'était un inventaire de liquidation. Qu'est-ce que je fais? Ai-je demandé. Et j'ai détesté à quel point ma voix sonnait petite. Te protéger, dès aujourd'hui. Maître Bertrand a sorti son téléphone. On va faire des changements préventifs. Un nouveau testament, des clauses de protection. Et on va documenter tout ce qui se passe. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Je n'étais pas seule, je n'étais pas sans défense. Mais je n'étais pas non plus préparée à ce que je découvrirais 3 jours plus tard. Parce que la trahison la plus profonde n'était pas encore arrivée. Et quand elle arriverait, elle me ferait regretter de n'avoir jamais entendu la conversation qui allait tout changer. Maintenant, l'histoire revient au début, au restaurant Le Jardin d'Or, aux mots qui ont détruit le dernier reste d'illusion que j'avais sur mon fils. Après être sorti du restaurant avec la montre de mon père, toujours dans mon sac, après avoir entendu Julien me traiter de pathétique, après avoir marché le dos droit pendant que mon cœur se brisait en morceaux, je suis rentré chez moi. La maison à 2 étages à Montmartre, la maison que j'ai achetée avec Henri il y a 40 ans, la maison où j'ai élevé un fils qui maintenant avait honte de moi. Je me suis assise dans ma chambre. Je n'ai pas allumé les lumières. Je suis juste restée là dans le noir, tenant l'écrin de velours bleu. Je l'ai ouvert. Les aiguilles marquaient 15h15, l'heure exacte où ma vie s'est brisée en 2, la première fois. Henri, ai-je chuchoté dans le vide. J'ai fait quelque chose de mal. En quoi me suis-je trompée? Pour la première fois en 35 ans, j'ai envisagé d'abandonner. Leur donner tout, signer ce qu'ils voulaient, disparaître de leur vie, puisque clairement, j'étais de trop. La sonnette a retenti à minuit. Julien avait une clé, mais il sonnait comme un visiteur coupable. J'ai ouvert la porte. Il avait l'air terrible. Yeux rouges, cheveux en désordre, chemise froissée. « Maman, je suis désolée. Je suis tellement désolée. » C'était l'alcool, c'était le stress. Léa était impatiente de rencontrer mes amis et je voulais que tout soit parfait. Et des excuses, rien que des excuses. « Tu crois vraiment que je suis pathétique ?» Je l'ai interrompu. Silence. Un silence qui a duré des années. « Non, maman. C'est juste que Léa dit que parfois tu es trop intense, que tu t'accroches trop. Et sur le moment avec l'alcool, c'est juste sorti. Ce n'était pas des excuses. C'était une confirmation. Je comprends. Tu me pardonnes ? Je l'ai regardé. J'ai vu l'enfant de 2 ans pleurant parce que son papa ne revenait pas. J'ai vu le garçon de 7 ans qui me serrait dans ses bras et me disait que j'étais son super-héros. J'ai vu l'adolescent qui défendait ma cuisine contre ses amis qui préféraient les pizzas. J'ai vu le jeune homme qui a pleuré sur mon épaule quand il a été refusé à son premier emploi. Où était passé ce Julien ? Bonne nuit, mon fils. J'ai fermé la porte. Je l'ai entendu de l'autre côté, respirant de façon saccadée. Il a appelé mon nom 2 fois de plus. Je n'ai pas répondu. Quand ses pas se sont finalement éloignés, je me suis permis de pleurer. J'ai pleuré pour le fils que j'avais perdu. J'ai pleuré pour les 35 ans que j'avais donnés sans rien demander en retour. J'ai pleuré pour Henri,
qui aurait été dévasté de voir ce qu'était devenu son fils. Mais parmi ses larmes, quelque chose d'autre naissait. Quelque chose de froid, quelque chose de fort. Marguerite est arrivée à 7 heures du matin. Je lui ai donné une clé il y a des années pour les urgences. Elle a vu mon visage et n'a pas demandé. Elle a juste posé du café et des croissants sur la table. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. Le dîner, les mots, l'humiliation publique. Ce garçon a besoin d'une leçon, a dit Marguerite, ses yeux brûlants. Et vous avez besoin de vous protéger maintenant. Elle avait raison. Pleurer ne changeait rien. Attendre son repentir sincère était naïf. Il était temps d'agir. Appelle maître Bertrand, lui ai-je dit, et Céline et Françoise. J'ai besoin de témoins de tout ce qui s'est passé. Marguerite a souri. Maintenant, c'est ma madame Solange qui parle. Les jours suivants furent un tourbillon de préparation. Maître Bertrand a rédigé un nouveau testament avec des clauses de protection que même le meilleur avocat de Léa ne pourrait briser. Céline et Françoise ont écrit des déclarations détaillées des conversations qu'elles avaient entendues entre Léa et ses amis à l'atelier. J'ai installé des caméras de sécurité dans la maison. Pour la sécurité, ai-je dit à Julien quand il a demandé. Il n'a même pas questionné davantage. Il était trop occupé à planifier son mariage. Mais j'avais besoin de la pièce finale, la preuve définitive des véritables intentions de Léa. Et je l'ai obtenue de la façon la plus inattendue. Je suis allée à un rendez-vous pour prendre les mesures d'une robe de mariée dans une boutique à Saint-Germain-des-Prés. La mariée était une cliente régulière. En attendant mon tour, j'ai entendu des voix familières dans la cabine d'essayage à côté. Léa et sa mère. « Tu as découvert pour la maison ?» La voix d'une femme plus âgée, rauque. La vieille a encore tout à son nom. Léa avait l'air frustrée. « Mais dès qu'on sera mariés, Julien est héritier direct. Et si elle ne te laisse rien de son vivant ? C'est pour ça que j'ai besoin que Julien la convainque de faire la société. Une fois qu'il aura 50% à son nom, légalement, elle ne pourra plus le reprendre. Et après, rire. Maudit rire. Après, quand la maison et l'affaire seront estimées et documentées au nom de Julien, on la convainc qu'elle ne peut plus gérer autant, qu'elle a besoin de repos. Maison de retraite. J'en ai vu des très bien à 1800 € par mois. Avec ce que vaut cette propriété, on peut ouvrir notre propre agence de marketing. Julien n'aura même pas besoin de travailler s'il ne veut pas. Et si elle refuse, elle ne refusera pas. Julien fait ce que je dis. Et si ça se complique, pause. J'ai gardé toutes ces bizarreries. Comment elle appelle tous les jours? Comment elle se présente sans prévenir? Comment elle contrôle les finances de Julien? Avec un bon avocat, on peut prouver la démence sénile, l'incapacité mentale. Et alors, Julien aura pouvoir légal sur tout. La cabine d'à côté était restée silencieuse. Puis d'autres rires. Tu as élevé une fille intelligente. J'ai appris de la meilleure. Je suis sortie des toilettes où je m'étais réfugiée. Je les ai trouvées dans le couloir. Léa est devenue blanche comme du papier. Solange. Nous, on parlait d'une série télé, n'est-ce pas? J'ai souri. Froide, calculée. Quelle intrigue intéressante. Léa a essayé de se reprendre. Exactement. C'est que c'est très. Garde tes mensonges pour quelqu'un qui te croit. Je suis partie de cette boutique avec quelque chose de plus précieux que n'importe quelle robe. La certitude. Il n'y avait plus de doute. Il n'y avait plus de place pour le bénéfice du doute. Léa n'aimait pas mon fils. Elle le voyait comme un marchepied vers mon argent. Et elle me voyait comme un obstacle temporaire à éliminer. Mais ce que Léa ne savait pas, c'est qu'elle venait de déclarer la guerre à la mauvaise femme. Et que je n'étais plus la mère désespérée, suppliant pour l'amour de son fils. J'étais une femme qui venait de trouver quelque chose de plus puissant que l'amour. La survie. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. Les larmes s'étaient épuisées. À leur place restait quelque chose de plus utile. La clarté. Je me suis assise dans mon bureau de l'atelier avec un carnet neuf et un stylo. En haut de la page, j'ai écrit « Plan de protection ». Maître Bertrand est arrivé à 9 h, comme convenu. Je lui ai raconté ce que j'avais entendu dans la cabine d'essayage. Il a enlevé ses lunettes et les a nettoyées lentement. Solange. C'est grave. Très grave. Elle prévoit non seulement de te voler, mais de t'enfermer. Je sais. Tu as enregistré la conversation? Non. Mais j'ai des témoins de son caractère. J'ai le rapport du détective. J'ai les copies qu'on a trouvées dans mon bureau.
Ce n'est pas suffisant pour un procès, mais c'est suffisant pour te protéger. Il a sorti des documents de sa mallette. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Fiducie blindée. Il m'a expliqué. La maison et l'affaire passaient dans une fiducie irrévocable. Julien en serait bénéficiaire, mais avec des conditions strictes. Il ne pourrait pas vendre avant 10 ans. Il devrait travailler dans l'affaire pendant 5 ans avant d'avoir le contrôle administratif. Et le plus important, sa future épouse n'aurait aucun droit sur l'héritage. S'il se marie en communauté de biens, son conjoint ne peut pas toucher à la fiducie. C'est à toi jusqu'à ta mort. Et après ça passe à Julien avec toutes ses restrictions. Et s'il essaie de me faire déclarer incapable? C'est pour ça qu'on a inclus une clause spéciale. Pour te déclarer incapable, il faudrait l'évaluation de 3 médecins indépendants, pas un seul que Léa pourrait acheter. Et en attendant, Marguerite a une procuration temporaire pour administrer en ton nom si quelque chose t'arrivait. Marguerite, assise dans le coin, a acquiescé. Personne ne vous prendra rien tant que je respire, madame. J'ai signé les documents. Chaque signature était un acte de guerre. Mais j'avais besoin de plus. Audit complet de l'affaire, ai-je dit au comptable qu'avait amené maître Bertrand. Je veux savoir si Julien a touché à autre chose au-delà de ses copies. L'audit a pris 3 jours. Les résultats m'ont rendu malade. Julien avait retiré 8 700 € en 3 mois. Des transferts petits, 500 ici, 800 là, utilisant le compte de l'affaire auquel je lui avais donné accès pour les urgences. Il avait falsifié des reçus de soi-disant fournisseurs qui n'existaient pas. Mon fils était un voleur. On a les preuves, a dit le comptable. Transfert, date, numéro de compte. Tout mène à son compte personnel. Je peux le dénoncer? Maître Bertrand a secoué la tête. C'est ton fils. Techniquement, il a accès à ce compte parce que tu le lui as donné. Légalement, c'est une zone grise, mais moralement. Il a laissé la phrase inachevée. Je n'avais pas besoin de le dénoncer. J'avais besoin qu'il sache que je savais. J'ai contacté l'ex-fiancé de Léa, Philippe Durand. Il a accepté de me rencontrer dans un café discret dans le Marais. C'était un homme de 61 ans, cheveux gris, costume impeccable. Il avait l'air fatigué, vaincu. Madame Beaumont, quand votre avocat m'a contacté, j'ai pensé que c'était une blague cruelle. Mais si Léa fait avec votre fils ce qu'elle m'a fait, il a secoué la tête. Quelqu'un doit l'arrêter. Il m'a tout raconté. Comment Léa l'avait séduit lors d'une conférence professionnelle. Comment elle avait gagné sa confiance en 6 mois. Comment elle avait obtenu accès à ses documents. Les signatures falsifiées, les propriétés transférées. Je l'aimais, a-t-il dit, sa voix se brisant. J'allais l'épouser. Et tout était un mensonge. Elle ne voulait que mon argent. Je témoignerai si nécessaire. Avec plaisir. Cette femme ne peut pas continuer à détruire des familles. Je suis sortie de ce café avec ma pièce finale. Un témoin crédible avec des documents légaux prouvant le comportement type de Léa. Ce soir-là, Marguerite, Céline, Françoise et moi, nous sommes assises dans l'atelier après la fermeture. 4 femmes qui avaient vu naître cette affaire de rien. J'ai besoin que vous témoigniez, leur ai-je dit. Que vous documentiez chaque conversation suspecte que vous avez entendue. Chaque commentaire, chaque geste. Céline a parlé la première. Madame, je l'ai entendu demander à son amie combien valaient les machines à coudre industrielles. Elle calculait la valeur de l'inventaire. Françoise a continué. Je l'ai entendu dire au téléphone que la vieille ne durerait pas longtemps avec son diabète. Je ne savais pas que vous aviez du diabète jusqu'à ce qu'elle le mentionne. Parce que je ne l'ai jamais dit à Julien, ai-je expliqué. Je ne voulais pas l'inquiéter. Mais Léa a consulté mes dossiers médicaux sans permission. Marguerite a serré le poing. Cette vipère a besoin d'une leçon qu'elle n'oubliera jamais, et elle l'aura. Mais j'ai besoin de le faire bien. Une seule chance. J'ai passé les jours suivants à tout compiler. Documents, déclarations, enregistrements d'appels légaux en France, avec le consentement d'une partie, photos des copies que Julien avait faites de mes archives, le rapport du détective sur Léa, le témoignage de Philippe. C'était un dossier de 50 pages. Un dossier qui prouverait exactement qui était Léa Moreau et ce qu'elle avait fait à mon fils. La dernière étape. Le dîner. L'invitation parfaite, le décor parfait, le moment parfait pour que tous les acteurs de ce drame se retrouvent face à face. J'ai appelé Julien. Ma voix sonnait douce, conciliante. Mon fils, j'ai réfléchi. Tu as raison.
J'ai été difficile. On peut dîner? Toi, Léa et moi. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Je pouvais entendre son soulagement de l'autre côté de la ligne. C'est vrai, maman? C'est vrai. Venez samedi à 19h. Qu'est-ce que tu vas nous dire? J'ai souri. C'est une surprise, mais je crois que ça va vous plaire. Il pensait que j'allais signer la société. Léa pensait qu'elle avait gagné. Mais ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que le samedi ne serait pas une célébration. Ce serait un procès. Et je serais juge, jury et bourreau. Le mercredi, 3 jours avant le dîner, j'ai reçu un appel inattendu. Madame Solange Beaumont. Une voix masculine, formelle. Oui, c'est le directeur de la Banque nationale de Paris. Nous avons une demande de prêt commercial au nom de votre entreprise, Atelier Beaumont. Nous devons confirmer quelques données. Mon sang s'est glacé. Je n'ai demandé aucun prêt. Silence de l'autre côté. La demande est signée par vous et votre fils Julien Beaumont comme co-titulaire. Pour 30 000 €. Mon fils n'est co-titulaire de rien, et ce n'est pas ma signature. Madame, je comprends votre inquiétude. Pourriez-vous passer à la banque demain? Nous devons éclaircir cela. J'y suis allé avec Maître Bertrand. Le directeur nous a montré la demande. La signature était presque parfaite. Presque. Mais je connaissais ma propre signature mieux que personne. C'est un faux, a dit Maître Bertrand. Qui a présenté cette demande? Le directeur a consulté son système. Un certain Julien Beaumont est venu il y a 2 jours avec tous les documents de l'entreprise. Relevé de compte, acte de propriété, estimation. Les copies qu'on avait trouvées dans mon bureau. Il les avait utilisées pour demander un prêt à mon nom. Vous avez approuvé le prêt? C'est encore en cours d'examen. Heureusement, on a appelé pour vérifier avant. Refusez-le et gardez toute la documentation. On en aura besoin. On est sorti de la banque et je me suis assise dans la voiture sans pouvoir bouger les mains du volant. Mon fils avait essayé de me voler 30 000 €. Ce n'était pas un prêt d'urgence. C'était un vol avec falsification de documents. C'est un délit fédéral, a dit Maître Bertrand. Il pourrait aller en prison. Je ne vais pas dénoncer mon fils. Mais tu peux l'utiliser comme preuve. Il avait raison. Une chose de plus pour le dossier. Cet après-midi, j'ai continué ma routine normale à l'atelier. J'ai souri aux clientes. J'ai ajusté des ourlets. J'ai conçu une robe de mariée pour la fille d'une cliente de 10 ans. Mais intérieurement, je documentais chaque seconde, chaque conversation, chaque mouvement. Julien est passé par l'atelier le jeudi juste pour dire bonjour. Je l'ai vu marcher directement vers mon bureau quand il pensait que je ne regardais pas. Les caméras que j'avais installées ont tout enregistré. Il fouillait dans les tiroirs, cherchait plus de documents, photographiait des papiers avec son téléphone. Je n'ai rien dit. J'ai juste gardé les enregistrements. Le vendredi, Léa a appelé. Douce, charmante. Solange. Je voulais juste te remercier pour l'invitation de demain. Julien est tellement content que tu t'ouvres enfin à notre relation. C'est mon fils. Je veux le meilleur pour lui. Et il l'aura. Je te le promets. Une pause. Je peux demander ce que tu vas nous annoncer? C'est une surprise. Une bonne surprise. Ça dépend comment tu vois les choses. Je l'ai entendu respirer de l'autre côté, calculant, se demandant. On se voit demain, a-t-elle dit finalement. Ce soir-là, j'ai préparé ma maison. Pas pour une célébration, pour une guerre. Marguerite est arrivée tôt pour m'aider. On a mis la table de la salle à manger avec la nappe en lin blanc que je n'utilisais que pour les occasions spéciales. 8 places. 8 personnes qui participeraient à ce drame. « Tu es sûre, madame ?» a demandé Marguerite en disposant les couverts. « Complètement. Céline et Françoise sont arrivées à 18h, nerveuses mais déterminées. Toutes les 3 avaient accepté d'être mes témoins. Plus que ça, mes alliés. Maître Bertrand est arrivé à 18h30 avec sa mallette pleine de documents. Et à 18h45 est arrivé Philippe Durand, l'ex-fiancé de Léa. Il avait l'air tendu, mais résolu. « Madame Beaumont, j'espère que ça servira à éviter à votre fils la douleur que j'ai vécue. Merci d'être venu. » Tout était prêt, les documents organisés, les témoins en position, les enregistrements préparés. À 19h, pile la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Julien et Léa étaient là, souriants. Ils portaient une bouteille de vin, elle un bouquet de roses rouges. « Maman », a dit Julien en me serrant dans ses bras.
Merci pour ça. Je l'ai laissé m'embrasser. Il sentait la même eau de Cologne que je lui avais offerte pour son anniversaire. Mon fils, mon enfant, celui qui était sur le point de recevoir la leçon la plus dure de sa vie. Je les ai guidés vers le salon. Quand ils sont entrés et ont vu tous les présents, Julien s'est arrêté net. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» Léa était déjà pâle. Elle avait reconnu Philippe. « C'est une réunion de famille, mon fils. Assieds-toi. » Qui sont toutes ces personnes? Des témoins? Des avocats? Et quelqu'un qui a des informations très intéressantes sur ta fiancée. Léa a fait un pas en arrière. « Julien, on ferait mieux de partir. »« Personne ne part, » a dit maître Bertrand, sa voix calme mais ferme. Pas avant d'avoir tout entendu. Julien m'a regardé. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis assise sur ma chaise, la même où j'ai reçu la nouvelle de la mort d'Henri, la même où j'ai décidé de construire mon empire, la même d'où j'allais maintenant défendre ce qui était à moi. Asseyez-vous, ai-je répété. Il est temps que tu connaisses la vérité sur la femme avec qui tu comptes te marier. Et ainsi a commencé la nuit qui allait tout changer. La nuit où les masques tomberaient et les vérités éclateraient. La nuit où une mère cesserait de supplier pour de l'amour et commencerait à exiger du respect. Julien et Léa se sont assis. Ils n'avaient pas le choix. Maître Bertrand bloquait la porte. Marguerite, Céline et Françoise formaient un demi-cercle silencieux mais intimidant. J'ai commencé doucement. Comme on épluche un oignon couche par couche. Il y a 2 mois, j'ai engagé un détective privé. J'avais besoin de savoir qui était vraiment Léa Moreau. J'ai posé le premier document sur la table. La photo de Léa avec Philippe Durand. « Julien, je te présente Philippe, l'ex-fiancé de ta future épouse. Ou devrais-je dire ex-victime. » Julien a regardé la photo, puis Philippe, puis Léa. « Chérie, je t'ai expliqué que j'avais eu des relations avant, » a commencé Léa. Je n'ai pas terminé. Ma voix a coupé l'air comme des ciseaux. « Philippe, pourrais-tu raconter à mon fils ce qu'a fait ton ex-fiancé ?» Philippe s'est éclairci la gorge. « Léa et moi nous sommes rencontrés en mars 2022. Je suis tombé amoureux. Je lui ai demandé sa main en juin. Elle a accepté. Il a fait une pause. En août, j'ai découvert qu'elle avait falsifié ma signature pour transférer 2 de mes propriétés à son nom. Une maison à Nice, un local commercial à Lyon. Valeur totale, 120 000 €. La couleur a disparu du visage de Julien. « Tu as porté plainte ?» a-t-il demandé. Sa voix à peine un murmure. J'allais le faire. Elle m'a proposé de rendre les propriétés et de disparaître en échange de 20 000 €. J'ai accepté, parce que je voulais juste qu'elle sorte de ma vie. J'ai posé le 2e document, la plainte originale et l'accord extrajudiciaire. Léa s'est levée. C'est ridicule. C'était il y a 2 ans. J'ai terminé. 2 ans pendant lesquels tu as cherché ta prochaine victime. Et tu l'as trouvée en mon fils. Tu n'as pas le droit, a crié Léa. J'ai tous les droits. C'est mon fils. Julien a pris les documents avec des mains tremblantes. Il a lu chaque ligne. J'ai vu le moment exact où la réalité l'a frappé. Léa, c'est vrai? Elle a changé de tactique. Des larmes instantanées. Chérie, j'étais une autre personne. Philippe était contrôlant, violent. Je voulais juste me protéger, en falsifiant des documents. La voix de Julien sonnait étrange, comme s'il parlait de très loin. J'ai continué. Pas le temps pour son drame. Ce n'est pas tout. Céline, pourrais-tu partager ce que tu as entendu? Céline s'est approchée, nerveuse mais ferme. Il y a 3 semaines, mademoiselle Léa était à l'atelier en attendant Julien. Elle parlait au téléphone avec quelqu'un qui s'appelait Sophie. Elle a dit textuellement: « L'idiot de mon copain est en train de convaincre sa mère de faire la société. Une fois qu'elle signe, la moitié de l'affaire est légalement à nous. » Françoise a continué. « Je l'ai entendu dire que la vieille ne durerait pas longtemps avec son diabète. Je n'ai pas compris jusqu'à ce que j'apprenne que Madame Solange a du diabète et ne l'a jamais dit à Julien. Julien m'a regardé. Tu as du diabète. Type 2, contrôlé par médicaments. Je ne t'ai pas inquiété parce que c'est sous contrôle. » Mais Léa le savait parce qu'elle a consulté mes dossiers médicaux, sans permission. Marguerite a posé sur la table les photos qu'on avait prises des copies trouvées dans mon bureau. Ces copies ont été faites par Julien des documents privés de Madame Solange. Actes de propriété, relevés de compte, estimation.
Maman, je voulais juste. Julien a essayé de parler. Juste quoi? Juste me voler? Juste demander un prêt de 30 000 € à mon nom sans que je le sache? Son visage est devenu cendre. Comment? La banque m'a appelé pour vérifier. Ta signature falsifiée n'était pas aussi bonne que tu le pensais. J'ai posé la demande de prêt rejetée sur la table. Ça, mon fils, c'est un délit fédéral. Tu pourrais aller en prison pour 3 à 8 ans. Le silence était si dense qu'on aurait pu le couper. Léa a essayé de partir. Maître Bertrand a bloqué son chemin. On n'a pas terminé, ai-je dit. Il manque le meilleur. J'ai sorti mon téléphone. J'ai connecté l'audio au haut-parleur du salon. Et j'ai joué l'enregistrement que j'avais fait dans la cabine de la boutique. La voix de Léa a rempli la pièce. Une fois qu'il aura 50% à son nom, légalement, elle ne pourra plus le reprendre. La voix de sa mère. Maison de retraite. Léa de nouveau. J'en ai vu des très bien à 1800 € par mois. Julien s'est levé, chancelant, comme si chaque mot était un coup physique. Avec ce que vaut cette propriété, on peut ouvrir notre propre agence. Julien n'aura même pas besoin de travailler s'il ne veut pas. L'enregistrement a continué. Chaque mot était un clou dans le cercueil. Quand ça s'est terminé, le silence était sépulcral. Julien s'est tourné vers Léa. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Dis-moi que ce n'est pas ta voix. » Léa a ouvert la bouche. L'a fermée. L'a ouverte de nouveau. « Chérie, je... » C'était sorti de son contexte. Sorti de son contexte. Julien a ri. Un rire amer, brisé. Prévoir de mettre ma mère en maison de retraite, c'est sorti de son contexte. Ta mère est toxique, elle te contrôle, elle te manipule. Elle m'a élevée seule, elle m'a payé mes études, elle m'a acheté ma voiture, elle m'a tout donné. Sa voix s'est brisée. Et moi je l'ai volé, je lui ai menti, je l'ai traité de pathétique. Il s'est laissé tomber sur le canapé, la tête entre les mains. Léa a essayé de le toucher. Il s'est écarté comme si elle brûlait. « Ne me touche pas. Ne me touche plus jamais. Julien, s'il te plaît, donne-moi la bague. » Quoi? La bague de fiançailles. Rends-la-moi maintenant. Léa a serré les poings. Non. Donne-la-moi ou j'appelle la police avec toutes ses preuves. Pour la première fois ce soir-là, Léa a montré son vrai visage. Pas de larmes, pas de douceur, juste de la rage pure. Tu es un bon à rien, un enfant à maman qui ne grandira jamais. C'est pour ça que tu es seul, Julien. C'est pour ça que ton père n'a pas pu. Fini. Julien s'est levé si vite que sa chaise est tombée. Maître Bertrand et Philippe l'ont retenu avant qu'il puisse l'atteindre. Qu'est-ce que tu allais dire sur mon père? Sa voix était dangereusement basse. Léa a souri. Cruel. Qu'il s'est tué dans cet accident pour ne plus avoir à te voir. Ni toi, ni ta mère pathétique. Le monde s'est arrêté. Personne ne respirait. Et alors j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait en 35 ans. Je lui ai montré une photo que je gardais dans mon portefeuille. Henri, 2 jours avant sa mort, portant Julien de 2 ans dans ses bras, tous deux souriants. Au dos, de l'écriture d'Henri. Ma famille, ma raison de vivre. Mon mari est mort en allant acheter des médicaments pour cet enfant qui avait une pneumonie, ai-je dit, ma voix brisée mais ferme. Il travaillait 18 heures par jour pour nous donner le meilleur. Il nous aimait tellement qu'il s'est tué au travail. Littéralement. J'ai donné la photo à Julien. Il l'a regardée. Et finalement, il s'est effondré. Il a pleuré, comme il n'avait pas pleuré, depuis qu'il avait 5 ans, et avait compris que son papa ne reviendrait jamais. Et je l'ai laissé pleurer. Parce que certaines leçons ne s'apprennent qu'à travers la douleur. Léa est partie ce soir-là en criant des menaces. « Vous allez payer pour ça. Mon avocat va vous détruire. » Solange, tu es une sorcière manipulatrice. Je lui ai montré le dossier complet. 50 pages de preuves. Léa, si tu tentes une action légale, ça va directement au parquet. Fraude. Falsification de documents. Tentative d'escroquerie. On parle de 3 à 8 ans de prison. Choisis bien. Elle est partie en claquant la porte si fort que les murs ont tremblé. Julien est resté. Détruit, brisé, assis sur le canapé où il avait passé son enfance à regarder des dessins animés pendant que je cousais. Les autres sont partis discrètement. Marguerite m'a serré la main avant de sortir. « Vous avez bien fait, madame. » Quand on s'est retrouvés seuls, le silence était dense. « Maman », sa voix sonnait comme celle d'un petit enfant. « Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. »
Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas couru le serrer dans mes bras. Je ne l'ai pas consolé immédiatement. Il avait besoin de sentir le poids complet de ses actes. Tu as été cruel, Julien. Tu m'as humilié publiquement. Tu m'as volé. Tu as laissé cette femme te transformer en quelqu'un que je ne reconnais pas. Je sais. Tu m'as traité de pathétique. Tu as dit que ton père me fuyait. J'avais tort. Mon Dieu, j'avais tellement tort. Les larmes continuaient de couler. Elles me faisaient croire que tu étais le problème, que tu étais contrôlante, toxique. Et je l'ai cru parce que c'était plus facile que d'admettre que je te trahissais. Pourquoi tu as pris cet argent? Pourquoi tu as essayé le prêt? Long silence. Léa a des dettes. 34 000 €. Elle m'a dit que si je ne l'aidais pas, elle perdrait tout. Que ça nous affecterait après le mariage. Je voulais juste régler ça. Avec mon argent. Sans me demander. J'allais le rendre. Avec quoi? Tu gagnes 2 500 € par mois. Il te faudrait presque 14 mois pour le rembourser. Il a baissé la tête. Je n'ai pas réfléchi. Elle pleurait et me disait qu'elle m'aimait et qu'ensemble on résoudrait tout et elle t'a manipulé professionnellement. Parce que c'est ce qu'elle fait. Je lui ai montré la fiducie. Je lui ai expliqué chaque clause. Ses yeux se sont agrandis quand il a lu les conditions. Je peux encore hériter? Si tu remplis ces conditions, tu travailleras à l'atelier, pas comme directeur, comme apprenti. Quoi? Tu apprendras le métier par le bas, comme moi. Tu emballeras des tissus, tu feras des livraisons, tu prendras des mesures, tu balayeras le sol si nécessaire. Maman, j'ai mon travail. Tu démissionnes ou tu perds l'héritage. À toi de choisir. Sa bouche s'est ouverte. C'est fermé. Les 8 700 € que tu as pris, tu les rembourseras sur ton salaire. 500 € par mois. Ça fait 17 mois de travail. Mais mon loyer. Tu peux vivre ici. Ta chambre est toujours pareille. Ou tu peux chercher moins cher. Mais cet argent sera remboursé. Je comprends. Tu feras une thérapie individuelle. Tu as besoin de comprendre comment tu as laissé quelqu'un te transformer en ça. Il a acquiescé. Les larmes continuaient de couler. Et tu regagneras mon respect. Jour après jour, décision après décision. Tu pourras me pardonner un jour? Je me suis assise à côté de lui. J'ai pris sa main. La même main que j'ai tenue quand il a fait ses premiers pas. Je t'ai déjà pardonné, mon fils. Mais le pardon n'efface pas la douleur. Il la rend juste supportable. Pourquoi? Après tout ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que tu es mon fils. Et une mère pardonne l'impardonnable. Mais ça ne veut pas dire qu'elle oublie. Il a pleuré sur mon épaule comme quand il était enfant. Et je l'ai laissé faire. Parce que parfois, l'amour signifie laisser quelqu'un se briser pour qu'il puisse se reconstruire plus fort. Je lui ai montré les lettres. Celles qu'Henri m'avait écrites avant de mourir. Solange, mon amour. Chaque jour que je passe avec toi et notre fils est un cadeau. Je travaillerai jusqu'à mon dernier souffle pour vous donner la vie que vous méritez. Je vous aime plus que ma propre vie. Julien a lu chaque lettre. Il a vu l'amour de son père écrit à l'encre délavée. Il n'a jamais fui loin de nous, ai-je chuchoté. Il courait toujours vers nous. Je sais. Mon Dieu, je sais. Julien a serré les lettres contre sa poitrine. Comment ai-je pu dire ça? Parce que tu as laissé quelqu'un d'autre écrire ton histoire. Maintenant, tu dois retrouver ta propre voix. Ce soir-là, Julien a dormi dans son ancienne chambre. Celle que j'avais gardée exactement pareille pendant 30 ans. Son lit, ses livres, ses trophées de l'école. Je suis restée éveillée à regarder les étoiles depuis ma fenêtre. J'avais gagné. J'avais protégé mon patrimoine. J'avais démasqué Léa. J'avais posé des limites. Mais je ne ressentais pas de triomphe. Je ressentais de la fatigue. Une fatigue profonde de 35 ans à me battre seule. Marguerite avait raison. J'avais retrouvé ma dignité. Mais le prix avait été de voir mon fils détruit. Est-ce que ça en valait la peine? J'ai regardé la photo d'Henri sur ma table de nuit. Ses yeux aimants me regardaient. J'ai bien fait, n'est-ce pas? Ai-je demandé au silence. Et dans ce silence, j'ai trouvé ma réponse. Oui. Parce qu'enseigner à mon fils que l'amour sans respect n'est qu'un beau mensonge était la leçon la plus importante que je pouvais lui donner. Les jours après cette confrontation furent étranges. Julien a démissionné de son travail à l'agence de marketing. Je l'ai vu arriver le lundi à 7 h du matin à l'atelier en vêtements confortables,
et les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Marguerite l'a mise au travail immédiatement. Tu vas organiser l'entrepôt, tous les tissus par couleur et type. Et après, tu feras l'inventaire. Il n'a pas protesté. Il a juste acquiescé et s'est mis au travail. Les clientes le reconnaissaient. Le fils de Madame Solange. Qu'est-ce qu'il fait à porter des cartons? J'apprends, répondait-il, la voix basse. Je l'observais depuis mon bureau. Je le voyais suer à organiser des rouleaux de tissu. Je le voyais s'abîmer les doigts à compter des aiguilles. Je le voyais se faire corriger par Céline quand il classait mal les tailles. C'était humiliant pour lui. Je le sais. Un homme de 32 ans avec un diplôme universitaire faisant du travail manuel pendant que ses anciens collègues postèrent des photos de leur bureau sur les réseaux sociaux. Mais c'était nécessaire. Un après-midi de la 2e semaine, Julien est monté à mon bureau après la fermeture. « Je peux te parler? Assieds-toi. » Il avait l'air épuisé. Il avait une tache d'encre sur la joue et de la sciure dans les cheveux. J'ai commencé la thérapie, comme tu me l'as demandé. Et le thérapeute m'a posé une question à laquelle je n'ai pas pu répondre. Il a fait une pause. Il m'a demandé « Quand as-tu cessé d'être toi-même » J'ai attendu. « Je ne sais pas, maman. » Je regarde en arrière et je vois comment j'ai changé. De petits changements. Léa suggérait que tes appels étaient trop fréquents et j'acceptais. Elle disait que tes conseils étaient envahissants et j'acquiesçais. Peu à peu, j'ai cessé de faire confiance à mon propre jugement et j'ai commencé à tout voir à travers ses yeux. Et qu'est-ce que tu vois maintenant? Je vois une femme qui a tout sacrifié pour moi, qui a travaillé 18 heures par jour pour que j'aie une éducation, qui a refusé des demandes en mariage pour se concentrer sur moi. Qui? Sa voix s'est brisée. Qui méritait un meilleur fils que ce que j'ai été? Je ne l'ai pas contredit, parce qu'il avait raison. Le thérapeute dit que Léa a utilisé des techniques d'aliénation, qu'elle m'a isolé de toi stratégiquement, qu'elle a exploité mes insécurités. Quelles insécurités? J'avais l'impression de ne jamais être à la hauteur pour toi, que tu me comparais à papa, que tout ce que tu faisais était un reproche silencieux de tout ce que je n'arrivais pas à faire. Ces mots m'ont frappé. Lui, avais-je fait ça? Avais-je mis tellement de pression sur lui que je l'avais rendu vulnérable à quelqu'un comme Léa? Mon fils, si je t'ai fait ressentir ça. Il m'a interrompu. Le thérapeute m'a expliqué. Tu ne me l'as jamais dit. Je l'ai interprété comme ça parce que j'avais peur de te décevoir. Léa a nourri cette peur jusqu'à la transformer en ressentiment. On est resté silencieux. Un silence plein de vérités inconfortables. Tu sais ce qui est le plus douloureux? A-t-il demandé finalement. Réaliser combien de temps j'ai perdu, combien de dimanches, combien de dîners, combien de conversations qui ne reviendront jamais. Tu es là maintenant, c'est suffisant. C'est un début. Ce soir-là, j'ai reçu un appel, numéro inconnu. Madame Solange Beaumont. Oui, je suis maître Patricia Morel. Je représente Léa Moreau. Mon cœur s'est accéléré. Ma cliente souhaite négocier. Elle est disposée à signer un accord de non-contact et de confidentialité en échange de l'abandon des poursuites de votre part. On ne comptait pas porter plainte, à moins qu'elle ne tente quelque chose. Ma cliente demande également une compensation pour préjudice moral et diffamation. J'ai ri, vraiment ri. Dites à votre cliente que j'ai un dossier de 50 pages documentant ses tentatives de fraude, que j'ai des témoins, des enregistrements et un ex-fiancé prêt à témoigner. Si elle veut porter ça devant les tribunaux, ce sera avec plaisir. Silence de l'autre côté. Je comprends. Je transmettrai votre position. Une dernière chose, maître. Si Léa s'approche de mon fils, de mon affaire ou de moi, ce dossier va directement au parquet. C'est clair? Limpide. Elle a raccroché. 2 jours plus tard, Julien a reçu un colis. Tout ce qu'il avait laissé chez Léa. Vêtements, livres, photos. Et la bague de fiançailles qu'elle lui avait finalement rendue, avec un mot. Tu es et tu seras toujours un raté. Profite bien de ta vie pathétique avec ta mère. Julien m'a montré le mot. J'ai attendu que ça lui fasse mal, qu'il réagisse. Au lieu de ça, il l'a déchiré en morceaux. Ça ne m'affecte plus. Parce que je comprends enfin que ces mots n'avaient que le pouvoir que je leur donnais. J'ai regardé mon fils. Je l'ai vraiment regardé. Et j'ai vu quelque chose que je ne voyais plus depuis des mois. De la clarté dans ses yeux. Maman, je sais qu'il faudra longtemps avant que tu me fasses confiance à nouveau. Mais je veux que tu saches quelque chose.
Quoi? Je vais être le fils que tu méritais depuis le début. Pas pour la fiducie, pas pour l'héritage, mais parce que je comprends enfin ce que ça m'a coûté de te perdre. Et pour la première fois en 1 an, je l'ai serré dans mes bras. Vraiment serré. Tu ne m'as pas perdu, mon fils. Tu t'es juste éloigné un moment. Mais tu as retrouvé le chemin du retour. Mais l'histoire ne se termine pas par une étreinte, parce que certaines leçons demandent du temps. Et la vraie preuve du changement n'est pas dans les mots, mais dans les actes qui suivent. 3 mois après cette nuit, j'ai eu des nouvelles de Léa. Françoise est entrée en courant dans l'atelier. « Madame, vous devez voir ça. » Elle m'a montré son téléphone, un article de journal en ligne. Un entrepreneur de Marseille poursuit son épouse pour fraude matrimoniale. Léa s'était mariée. Un homme de 55 ans, propriétaire d'une entreprise de distribution de produits électroniques. Il s'était mis à marier 2 mois après sa séparation avec Julien. Et maintenant, il la poursuivait parce qu'il avait découvert qu'elle avait falsifié ses revenus dans sa déclaration prénuptiale. Il avait signé en communauté de biens, croyant qu'elle avait des économies de 20 000 euros. En réalité, elle avait des dettes de 50 000. L'entrepreneur, plus malin que Philippe, avait engagé des détectives avant qu'elle ne puisse faire de vrais dégâts. Maintenant, il demandait l'annulation du mariage et le remboursement des frais. « Elle devrait me faire pitié », a dit Marguerite en lisant par-dessus mon épaule. Mais je ne ressens que du soulagement qu'elle soit loin de nous. Julien a lu la nouvelle ce soir-là. Il n'a rien dit. Il a juste secoué la tête. Une partie de moi veut ressentir de la satisfaction. Mais je ne ressens que de la tristesse pour cet homme. C'est le schéma qu'elle continue de répéter, lui ai-je dit. Un jour, elle n'aura plus de victimes. Ou elle trouvera quelqu'un qui ne sera pas aussi miséricordieux que nous. À ce moment-là, Julien travaillait déjà depuis 3 mois à l'atelier. Il avait remboursé 1 500 € de sa dette, 12 000 de plus à rembourser. Mais quelque chose avait changé en lui. Il arrivait tôt, restait tard. Il apprenait chaque aspect de l'affaire avec un dévouement que je ne lui avais jamais vu dans son travail en entreprise. Un après-midi, je l'ai trouvé en train de dessiner une robe. Pas parfaitement, mais avec un effort sincère. « Qu'est-ce que tu fais ?» Madame Rousseau a demandé si on pouvait faire une robe pour sa petite fille de 15 ans. Je lui ai dit que je t'en parlerais, mais j'ai voulu essayer une esquisse d'abord. J'ai regardé le dessin grossier mais prometteur. C'est bien. Il faut plus de structure ici. J'ai pris le crayon et ajusté les lignes. Et le décolleté doit être plus sage pour son âge. On a travaillé ensemble pendant 1 heure, comme on ne l'avait plus fait depuis qu'il était enfant, et m'aider à choisir des boutons. « Tu sais ce qui me manque le plus de Léa ?» a-t-il demandé soudain. Je me suis tendue. Quoi? Rien. Il m'a regardé. Absolument rien. Et ça me fait peur. Comment ai-je pu aimer quelqu'un qui maintenant ne me provoque que de l'indifférence? Parce que ce n'était pas de l'amour. C'était de la manipulation qui ressemblait à de l'amour. Comment ça se sent, le vrai amour alors? J'ai pensé à Henri, à ses mains calleuses me tenant après une journée difficile, à son rire quand Julien disait quelque chose de drôle, à la façon dont il me regardait comme si j'étais la chose la plus précieuse du monde. Le vrai amour te rend meilleur. Il ne t'isole pas, il te connecte. Il ne te fait pas douter de toi-même, il te renforce. Il ne te demande pas de choisir entre lui et ta famille. Il les unit. Julien a écrit ça dans son carnet. Son thérapeute lui avait demandé de documenter des définitions de relations saines. « Un jour tu trouveras ça », lui ai-je dit. Mais d'abord, tu dois t'aimer toi-même assez pour ne pas accepter moins. Les mois ont continué à passer. Julien a atteint 6 mois à l'atelier. Il avait remboursé 3 000 € de sa dette. Il était devenu indispensable pour l'affaire. Les clientes l'adoraient, surtout les dames âgées qui voyaient en lui un fils respectueux qui avait enfin appris l'humilité. Un soir, après la fermeture, il m'a appelé dans sa chambre. La chambre qu'il avait réoccupée depuis 6 mois. Je veux te montrer quelque chose. Il a ouvert son ordinateur portable, des relevés de compte bancaire. Il avait économisé 2 000 €. Comment? Tu me paies à peine 1 200 € par mois. J'ai commencé à donner des cours de marketing digital le week-end sur Internet. 3 heures le samedi, 3 le dimanche. Mon fils, tu travailles déjà 6 jours ici. Je sais, mais je veux rembourser ma dette plus vite. Et il a rougi. Je veux économiser pour t'acheter quelque chose. M'acheter quoi? C'est une surprise, mais tu le mérites.
2 mois plus tard est arrivé mon 68e anniversaire. Julien a organisé un dîner. Juste nous deux, Marguerite, Céline et Françoise. Il m'a offert une boîte. À l'intérieur, un collier en argent avec un pendentif en forme de machine à coudre ancienne. Je l'ai fait faire par un bijoutier. J'ai fait graver quelque chose derrière. J'ai retourné le pendentif. Il disait « Pour la femme qui a tissé ma vie avec amour ». J'ai pleuré. Après tout ce qui s'était passé, j'ai enfin pleuré de joie. J'ai aussi ça. Il m'a donné une enveloppe. À l'intérieur, un chèque de 8 700 €, le total qu'il avait volé. Tu as déjà remboursé 3 000. Je sais qu'il en manquait 5 700. J'ai travaillé en plus. J'ai économisé chaque euro. Ça ferme cette dette. Julien. Et ça? Une autre enveloppe. C'est un contrat. Je l'ai ouvert. C'était une renonciation volontaire à toute réclamation sur la fiducie jusqu'à ce qu'il ait accompli les 5 ans requis. Je veux le mériter, maman. Vraiment le mériter. Pas parce que je suis ton fils, mais parce que je démontre que je le vaux. Ce soir-là, pendant que mes employés chantaient « Joyeux anniversaire » et qu'on mangeait du gâteau, j'ai regardé mon fils. Ce n'était plus l'homme qui m'avait humilié dans ce restaurant. Ce n'était plus l'enfant qui avait volé 8 700 €. C'était quelqu'un de nouveau. Quelqu'un forgé dans la douleur et reconstruit avec humilité. « Tu sais quel jour on est ?» m'a demandé Julien quand tout le monde est parti. « Mon anniversaire. C'est aussi 8 mois depuis que j'ai commencé à travailler ici. Et pour la première fois de ma vie, sa voix s'est brisée. Pour la première fois, je suis fière de qui je suis. Pas de ce que j'ai ou de ce que j'hérite, mais de qui je deviens. Je l'ai serré dans mes bras. Mon fils, mon enfant, ma plus grande douleur et ma plus grande fierté. Parce que la justice poétique n'est pas toujours la vengeance. Parfois, c'est voir quelqu'un tomber si bas qu'il n'a pas d'autre choix que d'apprendre à voler. 1 an après cette nuit au restaurant, tout avait changé. Julien ne vivait plus chez moi. Il avait économisé assez pour louer un petit appartement à 15 minutes de l'atelier. Modeste, mais à lui. Gagné avec son propre travail. L'affaire prospérait plus que jamais. Julien avait mis en place des idées de marketing digital qui avaient doublé notre clientèle. On avait une présence sur les réseaux sociaux. Les clientes pouvaient prendre rendez-vous en ligne. On avait même créé un catalogue numérique. Regarde ça, maman. Il m'a montré son téléphone. On avait 5 000 abonnés sur Instagram. Les jeunes filles nous trouvent ici d'abord, puis viennent avec leur mère. Comment tu as appris tout ça? Je savais le faire. C'est juste qu'avant, je l'utilisais pour des agences qui ne m'importaient pas. Maintenant, je l'utilise pour quelque chose que j'aime. Marguerite a pris officiellement sa retraite. Je lui ai fait une grande fête. 50 personnes, orchestre, gâteau à 3 étages. Elle a pleuré quand je lui ai remis son solde de tout compte. 20 000 € économisés dans un fonds que j'avais créé pour elle pendant 20 ans. Madame, c'est trop. C'est juste, tu m'as sauvée. Pas seulement l'affaire. Moi. Céline a pris sa place comme gérante. Françoise est devenue superviseure. Et Julien, finalement, après 1 an de dur labeur, est devenu directeur des opérations, mais avec une condition qu'il a lui-même proposée. Je signe un contrat de travail normal avec un salaire du marché. Pas de faveur parce que je suis ton fils. Tu es sûr? Complètement. Je veux que les employés me respectent pour mon travail, pas pour mon nom de famille. Un samedi, pendant qu'on fermait, Julien m'a appelé au bureau. « Maman, j'ai besoin de te demander quelque chose. » Je me suis tendue. Les vieilles peurs ne disparaissent jamais complètement. Dis-moi, je veux te présenter quelqu'un. Mon cœur s'est arrêté. Tu sors avec quelqu'un? Ce n'est pas encore ma copine. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans les cours de marketing que je donne. Elle s'appelle Émilie. Elle est institutrice, veuve. Elle a une fille de 8 ans. Pourquoi tu veux me la présenter? Parce qu'avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu l'approuves, que tu saches qui elle est, que tu vois que cette fois c'est différent. Mon fils, tu n'as pas besoin de mon approbation pour ta vie amoureuse. Si, j'en ai besoin, parce que la dernière fois que j'ai ignoré tes instincts, j'ai failli tout perdre. Il m'a pris les mains. Émilie connaît toute mon histoire. Je lui ai raconté Léa, ce que j'ai fait, l'année à travailler ici. Et elle veut quand même mieux me connaître. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Il a souri.
un sourire sincère que je ne voyais plus depuis des années. Je ressens de la paix. Pas d'excitation folle, pas de papillons désespérés, juste de la paix. Comme si j'avais enfin trouvé quelque chose de vrai. J'ai rencontré Émilie. La semaine suivante, elle est arrivée avec sa fille Sophie, qui portait un dessin qu'elle avait fait pour moi. Une machine à coudre avec des fleurs autour. « Julien m'a dit que vous êtes la meilleure créatrice de toute la France », a dit Sophie timidement. Émilie était belle, mais d'une façon tranquille. Sans maquillage excessif, robe simple couleur moutarde, sourire aimable. « Madame Beaumont, Julien m'a demandé de venir parce qu'il veut que vous sachiez qui je suis vraiment. »« Et qui es-tu » ?»« Je suis institutrice depuis 10 ans. Je suis devenue veuve il y a 3 ans quand mon mari a eu un accident vasculaire cérébral. J'ai un appartement que je suis encore en train de payer. Je gagne 2 300 € par mois. Je n'ai pas de dette au-delà de mon crédit immobilier. Et elle a fait une pause. Je sais que Julien vient avec une histoire compliquée, mais je vois aussi qui il est maintenant. Et cette personne me plaît. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle n'a pas regardé la maison en évaluant sa valeur. Elle n'a pas fait de compliments excessifs. Elle a juste été honnête. Pendant le café, j'ai observé comment Julien interagissait avec Sophie. Patient quand elle a renversé du jus. Attentif quand elle racontait des histoires de son école. Doux d'une façon qu'il n'avait jamais été avec Léa. Quand elles sont parties, Julien est resté. Alors, elle me plaît? Vraiment? C'est vrai? Elle te voit toi, Julien. Pas ton héritage potentiel, pas ton nom de famille. Toi. Je sais. C'est pour ça que j'ai peur de la perdre. Alors ne la perds pas. Mais ne te presse pas non plus. Les fondations solides prennent du temps. Il a souri. Le thérapeute dit la même chose. Tu y vas encore chaque semaine? Probablement pour le reste de ma vie. Pas parce que je suis cassée, mais parce que je comprends enfin la valeur de prendre soin de ma santé mentale. 6 mois plus tard, Julien et Émilie sont devenus officiellement un couple. Il n'y a pas eu de drame, pas de manipulation. Juste 2 adultes construisant quelque chose de vrai à leur propre rythme. Et quand il lui a finalement demandé d'être sa petite amie, il me l'a dit en premier. « Maman, je veux bien faire cette fois. Je veux que tu fasses partie de ça depuis le début. » Émilie est d'accord? C'était son idée. Elle dit qu'elle respecte trop notre relation pour construire la sienne avec moi sans ta bénédiction. J'ai pleuré. Parce que mon fils avait enfin trouvé quelqu'un qui comprenait que l'amour ne se construit pas en détruisant d'autres liens, mais en les renforçant. Le jour où il a accompli 2 ans de travail à l'atelier, Julien m'a appelé au bureau. Aujourd'hui, les conditions de la fiducie sont remplies. Officiellement, je peux avoir accès à une partie de l'affaire. Je sais, je n'en veux pas. Je l'ai regardé, confuse. Quoi? Je veux que tout reste à ton nom jusqu'à ce que tu sois vraiment prête à le lâcher. Sans pression, sans délai, quand tu décideras. Mon fils, c'est à toi de droit. C'est à moi par le travail. Moi, je n'ai que 2 ans. Toi, tu en as 35. Quand tu seras prête, je le recevrai avec gratitude. Mais pas avant. Il m'a serré dans ses bras. Parce que j'ai enfin compris quelque chose, maman. Le vrai héritage, ce ne sont pas les euros à la banque ou les mètres carrés de la maison. C'est la dignité avec laquelle tu as vécu. L'exemple que tu as donné. La leçon que tu m'as enseignée quand j'en avais le plus besoin. Et à ce moment-là, j'ai su que tout avait valu la peine. Chaque larme, chaque confrontation, chaque nuit sans dormir. Parce que mon fils n'avait pas seulement grandi. Il s'était transformé. Aujourd'hui, j'ai eu 69 ans. 2 ans depuis cette nuit au restaurant qui a tout changé. Je suis assise dans mon atelier, sur la même chaise où j'ai reçu la nouvelle de la mort d'Henri il y a 37 ans. La même chaise où j'ai décidé de ne jamais abandonner. La même chaise où j'ai enfin appris que l'amour de soi est aussi important que l'amour des autres. Julien est entré ce matin avec du café et des croissants. Son rituel des 2 dernières années. Bonjour maman. Prête pour ta surprise? Quelle surprise! Il a ouvert la porte. Émilie et Sophie sont entrées portant une énorme boîte. C'est de nous tous, a dit Émilie en m'embrassant sur la joue. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait un album photo. Mais pas n'importe quel album. Première page. Une photo de moi à 32 ans, enceinte de Julien, à côté d'Henri. Je ne me souvenais pas que cette photo existait. Je l'ai trouvée dans les cartons du grenier, a expliqué Julien.
Et j'ai décidé de faire quelque chose de spécial. J'ai continué à tourner les pages. Ma vie documentée en photos et coupures de presse. La première annonce de couturière, retouche et confection. Des photos de Julien grandissant parmi les tissus. Marguerite, Céline et Françoise à différentes étapes de l'affaire. Et sur les dernières pages, les 2 dernières années. Julien travaillant à l'atelier. Sa remise de diplôme des 2 ans d'apprentissage. Une photo de nous 4 ensemble. Julien, Émilie, Sophie et moi. La dernière page avait une lettre de l'écriture de Julien. « Maman, pendant 32 ans, tu m'as tout donné. Pendant 1 an, je te l'ai rendu par la trahison. Pendant 2 ans, j'ai travaillé pour te mériter. Cet album est ma façon de te dire. Je comprends. Je comprends chaque sacrifice, chaque nuit sans dormir, chaque opportunité que tu as refusée pour moi. Mais c'est aussi ma façon de te dire, il est temps que tu vives pour toi. C'est pourquoi, avec tout l'amour de mon cœur, je te demande d'accepter mon cadeau final. Démission non pas de l'affaire, mais du poids de la porter seule. Je suis prêt. Marguerite m'a préparé. Céline et Françoise me soutiennent. Et toi, tu mérites de te reposer. Je ne te prends pas ta création. Je te demande de faire confiance en ce que je la soignerai comme tu l'as soignée, comme tu m'as soignée. Parce que le vrai héritage n'est pas de recevoir, c'est d'honorer. Et je passerai le reste de ma vie à honorer ton exemple. Je t'aime, Julien. Les larmes tombaient sur le papier. Tu n'as pas à décider aujourd'hui, a dit Julien doucement. Mais réfléchis-y, s'il te plaît. Je l'ai regardé. Ce n'était plus l'enfant que j'avais élevé. C'était un homme bon, qui avait appris la leçon la plus dure de la façon la plus difficile. Et qu'est-ce que je ferais si je démissionnais? Émilie a souri. Ce qui te rend heureuse. Voyager, créer pour le plaisir, pas par nécessité, passer du temps avec Sophie. La petite fille m'a pris la main. Lui apprendre à coudre comme tu l'as appris à Julien. J'ai regardé autour de l'atelier. 3 décennies de travail, 3 décennies de sacrifice, 3 décennies d'être la Solange dont tout le monde avait besoin. Qui était la Solange que personne ne connaissait? Celle que j'avais enterrée quand Henri est mort. Laissez-moi y réfléchir. Ai-je chuchoté. Ce soir-là, seule dans ma chambre, j'ai ouvert le tiroir où je gardais la montre d'Henri. La montre que je n'avais jamais donnée à Julien au restaurant. La montre qui symbolisait tout ce que j'avais failli perdre. Les aiguilles étaient toujours arrêtées à 15h15. Mais peut-être était-il temps de les laisser partir. J'ai appelé Julien. J'accepte, mais avec des conditions. Celles que tu veux. Je reste propriétaire. Je continue de signer les décisions importantes. Mais la gestion quotidienne est à toi. Parfait. Et les week-ends sont complètement à moi. Marché conclu. Et j'ai fait une pause. Je veux que l'affaire ait un nouveau nom. Plus Atelier Beaumont. Mais Atelier Henri et Solange. Pour que ton père ait enfin la reconnaissance qu'il mérite. Silence de l'autre côté. Puis des sanglots. Maman, ce serait. Papa serait tellement fier. Il l'est. J'en suis sûre. 3 mois plus tard, on a inauguré le nouveau nom. Une plaque en bronze à l'entrée. Atelier Henri et Solange. Depuis 1990. Tradition et amour dans chaque point. Julien a fait un discours. Il a raconté toute l'histoire. Il n'a rien omis. Ni sa trahison, ni ma douleur, ni la leçon qu'on avait tous les 2 apprise. Ma mère m'a enseigné que le vrai amour ne signifie pas tout donner jusqu'à disparaître. Ça signifie donner avec des limites, pardonner avec dignité et exiger le respect qu'on mérite. Les clientes ont applaudi. Marguerite pleurait au premier rang. Céline et Françoise tenaient un énorme gâteau. Et moi, pour la première fois en 37 ans, je me suis sentie complète. Pas parce que j'avais retrouvé mon fils, mais parce que je m'étais retrouvée moi-même. Ce soir-là, Émilie m'a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire de ton temps libre ?»« Je vais apprendre à peindre, ai-je dit. J'ai toujours voulu, mais je n'ai jamais eu le temps. Autre chose ? Je vais écrire l'histoire d'Henri, pour que Sophie et les enfants que Julien aura un jour sachent qui était leur grand-père. J'aime ça. » Julien m'a serré dans ses bras. « Maman, tu regrettes parfois la façon dont tu as géré tout ça avec Léa ? J'y ai réfléchi honnêtement. Non, parce que si je ne l'avais pas fait, tu serais encore perdue. Et je serais encore la mère qui donne tout et ne reçoit rien. Et maintenant je suis la mère qui a tout donné,
qui a exigé le respect et qui a retrouvé son fils. Pas en le suppliant, mais en lui enseignant. Il m'a embrassé sur le front. Tu es mon héroïne. Je ne suis pas. Juste une femme qui a appris que l'amour sans dignité n'est pas de l'amour. C'est de la servitude. Aujourd'hui, pendant que j'écris ceci dans mon nouveau studio de peinture que Julien a construit au grenier, je regarde par la fenêtre l'enseigne de l'atelier. Atelier Henri et Solange. 2 noms, 2 vies. Une histoire d'amour, de perte, de trahison, de pardon et de renaissance. Et si je pouvais donner un conseil à toute femme qui lit ceci, ce serait ceci. Ne permets jamais que l'amour pour les autres te fasse oublier l'amour pour toi-même. Parce que la vraie richesse n'est pas dans ce que tu donnes. C'est dans ce que tu ne permets pas qu'on te prenne. Ta dignité, ta voix, ton droit d'être respecté. J'ai appris que le pardon ne signifie pas oublier. Ça signifie se souvenir sans douleur. Que la famille se construit avec le respect, pas seulement avec le sang. Et que jamais, jamais, il n'est trop tard pour exiger ce qu'on mérite. Parce qu'à la fin, la leçon la plus importante que j'ai enseignée à mon fils n'était pas sur les héritages ou les affaires, c'était sur l'amour de soi. Et ça, chers amis, c'est le seul héritage qui compte vraiment. Si cette histoire a touché ton cœur, laisse-nous un commentaire en nous disant d'où tu nous écoutes et quelles leçons tu en retires. Mets un j'aime si tu crois que l'amour doit toujours aller de pair avec le respect. Et abonne-toi pour continuer à partager des histoires de vie, de dignité et de transformation comme celle-ci. Parce que nous méritons toutes de nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver notre voie. À la prochaine histoire.